IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Dans cet au-delà du miroir ce soir, nous allons oser la nuit, nous allons oser marcher dans l'obscurité pour réveiller nos sens oubliés avec Stéphane Ansermet. C'est un esprit curieux qui est résolument nomade. Il tutoie les minéraux, il hante les forêts, il arpente les montagnes, il aime les livres et il aime aussi écrire, il aime la solitude et les rencontres, il aime découvrir et apprendre, il connaît les sons de la nature, il aime toucher les aspérités des pierres, il sait voyager avec ses sens. Il est photographe, minéralogiste, érudit, il partage ses passions et fait vivre à ses lecteurs de véritables nouvelles expériences. Il est l'auteur de beaucoup de livres, Xyloglossaire artistique, Xyloglossaire économique, le guide des lieux mystérieux de Suisse, les forêts vaudoises, il parle des cristals de roche, le quartz de Napoléon. Stéphane Ansermet, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes un voyageur, hein, j'ai du mal à vous avoir. Vous habitez à Lausanne et vous voyagez beaucoup. Vous voyagez pour faire quoi? Des photos? Comment ça se passe? J'aimerais préciser que j'habite pas Lausanne, parce que Lausanne c'est une petite ville. J'habite vraiment à la montagne, en altitude, dans un chalet complètement isolé. Voilà, j'ai besoin de cette solitude pour être bien. Oui, je voyage pour mon métier et puis aussi pour mon plaisir, bien sûr. Et c'est quoi ce quartz de Napoléon que vous avez publié en 2005? Ça parlait de quoi? Alors, c'est en fait le plus gros quartz qui a été découvert en Europe. Il a été découvert au XVIIe siècle en Valais. On ne sait pas exactement où. Et puis quand les Français sont arrivés en 1798, ils sont arrivés en Suisse. Ils ont attaqué en fait la Suisse. Ils ont libéré des cantons qui étaient en fait sous domination. Par exemple, le Valais. Les Valaisans ont décidé d'offrir ce cristal géant au directoire. Ça a été fait, mais ce qui s'est passé, c'est que ce quartz qui est arrivé à Paris en même temps que Napoléon rentrait de son expédition d'Égypte, ils l'ont fait défiler sur les Champs-Élysées avec tous les trophées ramenés de l'Égypte. Et donc on a cru que ce quartz avait été récolté par Napoléon. Et il a pris le nom de quartz de Napoléon, alors qu'il n'avait rien à voir avec lui. Et depuis, il est à l'entrée de la galerie de minéralogie du Muséum d'histoire naturelle. Alors mon livre, c'était pour clarifier un peu toute cette histoire de quartz, savoir d'où il vient, etc. Pourquoi il s'appelle le quartz de Napoléon. C'était un petit livre qui était consacré à ce sujet. On a fait venir à Martigny, en Suisse, dans un musée, ce fameux quartz. On lui a fait faire le chemin en retour, si vous voulez. Mais depuis, il est de nouveau à Paris. D'accord. Voilà, donc je me demandais ce que c'était que cette histoire. Mais là, on va plutôt parler de oser la nuit, comment marcher dans l'obscurité. Vous dites que c'est à votre demande, vous avez été incorporé dans l'infanterie de montagne en Suisse afin d'effectuer votre devoir civique dans un environnement que vous appréciez et on vous a fait marcher dans la nuit. Oui, alors j'ai eu une chance particulière, c'est que comme j'étais très très bon à la lecture de cartes, à une époque où on n'avait pas de GPS, ça n'existait simplement pas, c'était il y a une trentaine d'années, eh bien on m'a mis en tête de bataillon pour un exercice qui durait une semaine où on devait faire plus de 180 km à travers les montagnes en marchant uniquement de nuit et sans lumière. Donc j'étais tout devant avec seulement un autre camarade, avec l'interdiction d'allumer nos lampes de poche. On a fait cet exercice pendant plus d'une semaine et c'est là que j'ai vraiment découvert quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, c'est que en fait, c'est relativement facile de marcher dans la nuit sans lumière. L'œil s'habitue très très vite et puis c'est resté une expérience tellement forte et incroyable qu'après l'armée, j'ai continué à pratiquer la marche de nuit sans lumière pour moi-même, pour mon plaisir. Et ça, donc, vous la pratiquez dans tous les pays du monde, j'ai l'impression. C'est devenu une habitude. Vous avez pratiqué dans beaucoup de pays, pas uniquement en Europe. Oui. En
en fait, il y a quand même des pays où il vaut mieux pas essayer. Par exemple, actuellement, je travaille régulièrement dans la jungle amazonienne en Équateur, et là, ce serait totalement suicidaire d'aller se promener la nuit sans lumière. C'est beaucoup trop dangereux à cause des animaux, à cause de toutes sortes de dangers possibles. Par contre, je l'ai pratiqué dans les déserts, par exemple aux États-Unis, au Mexique, en Australie, donc dans les déserts chauds, et puis aussi dans les déserts froids, en Scandinavie ou dans des pays en Patagonie, par exemple, aussi, ou bien au Chili, dans les déserts. Quand même éviter des endroits avec des obstacles ou alors avec des animaux sauvages potentiellement dangereux. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon ouvrage. Ouais, dans les déserts, vous dites qu'il y a des serpents quand même qui peuvent être là. Oui, il y a des serpents, c'est vrai. Dans le désert, il vaut mieux aller se promener durant la période hivernale. Donc, quand je l'ai fait aux États-Unis ou en Australie, c'était toujours pendant la période hivernale. Déjà, c'est beaucoup plus agréable parce que les chaleurs sont beaucoup moins intenses et puis la plupart des animaux sont cachés. Vous parlez de la Lune dans votre livre, c'est de Théa, de l'histoire de Théa et de la Lune. Oui. Vous pouvez nous en parler un peu, je trouve ça fantastique. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu. C'est que en fait, la Lune n'est pas un satellite que la Terre aurait capté au passage durant la formation du système solaire. Et ce qui s'est passé, tout début du système solaire, la Terre était encore à moitié en fusion. Et elle était toute seule, il n'y avait pas de Lune. Et elle a été heurtée par une autre planète qui s'appelait Theia, enfin qu'on appelle maintenant Theia. Et cette collision cataclysmique, gigantesque, incroyable, a arraché un morceau de la Terre en fusion. Et ce morceau de terre en fusion s'est formé en sphère et est devenu la Lune. Donc la Lune est vraiment la fille de la Terre, au sens propre. Et puis en même temps, Theia, qui a heurté la Terre un peu de manière latérale sur le côté, elle a fait tourner notre planète à toute vitesse. Et le fait que la Terre tourne encore sur elle-même en 24 heures, c'est toujours la résultante de cette collision incroyable qui a eu lieu il y a quelques milliards d'années. D'ailleurs, juste après la collision, la Terre tournait beaucoup plus vite. Je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais il me semble qu'elle faisait un tour sur elle-même en quelques heures seulement. Voilà, c'est une histoire assez folle, mais qui est bien attestée scientifiquement, donc c'est un peu plus qu'une simple hypothèse. Vous parlez aussi de la nuit dans les mythes. Dans les mythes, la nuit est présente, hein, et vous parlez de Nyx, N-Y-X, la mère prodigieuse. Oui, c'est parce que j'ai pris comme exemple parce que évidemment dans toutes les mythologies on parle de la nuit. J'ai pris comme exemple l'Europe parce qu'on vit en Europe, et puis Noth, la déesse de la nuit pour les peuples du Nord et scandinaves, et puis Nyx pour la mythologie grecque. Alors ce qui est fascinant chez les Grecs, c'est que d'abord la nuit, elle est créée avant le jour, et que la lumière, elle naît de la nuit, ce qui est quand même assez particulier. Et puis il y a aussi toute une ribambelle de dieux et déesses qui sont issus de la nuit. J'ai appelé ça la mère prodigieuse parce que en fait pratiquement tout ce qu'il y a sur cette planète est né, pour les Grecs en tout cas, de la nuit. Et donc il y a même Tacite qui dit à propos des Germains en 98 après Jésus-Christ, ils ne comptent pas comme nous les nombres des jours, mais celui des nuits. C'est ainsi qu'ils fixent les rendez-vous. C'est vrai qu'on a un calendrier, on parle en jours, mais avant ils parlaient en nuit. Voilà, chez les peuples du Nord, on parlait en nuit. C'est assez particulier. Il y aurait tant de choses à dire sur ce sujet, donc dans mon livre, je fais qu'effleurer la question parce que
le thème principal, c'est vraiment les aspects pratiques pour pratiquer la marche de nuit en toute sécurité, et puis évoquer les effets que cette activité a sur nos sens. Alors, on commence déjà par se poser la question de savoir comment on peut voir dans l'obscurité. Donc, est-ce qu'il y a des solutions pour améliorer sa vision? Alors, pour améliorer sa vision, il suffit d'attendre en tout cas une demi-heure. Et l'œil humain peut augmenter sa sensibilité de près d'1 million de fois. Donc en fait, on a des yeux, les humains ont des yeux très très performants. Seulement, il faut attendre au minimum 20 minutes. Enfin, ça dépend des personnes. Disons qu'entre 20 et 30 minutes sont nécessaires pour que l'œil atteigne sa pleine sensibilité. Alors, il faut savoir que dans l'œil, il y a 2 types de récepteurs. Il y a les récepteurs qu'on appelle les cônes, et qui sont sensibles aux couleurs. Et puis, il y a les récepteurs qu'on appelle les bâtonnets, qui sont sensibles à la lumière, au contraste, en fait. On pourrait dire que les cônes nous servent à voir en couleur et les bâtonnets nous servent à voir en noir et blanc. Donc les cônes sont beaucoup moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. Et on le remarque d'ailleurs quand le soir arrive et qu'on se promène et qu'on vit donc le passage entre le jour et la nuit. À un moment donné, les couleurs disparaissent. On perçoit plus que des contrastes, disons, entre un espèce de gris-bleu et puis de la lumière. On perd la notion de la couleur. Ça veut dire qu'on a atteint le moment où les cônes ne sont plus assez sensibles pour détecter la couleur. Et on passe en mode bâtonnet. On appelle ça entre chien et loup. Oui. Pardon ? On appelle ça entre chien et loup. C'est-à-dire on est entre chien et loup, oui. C'est l'expression. Oui. Et le fait que quand on est par exemple en train de conduire la nuit et que on a une lumière qui nous éblouit, on met un certain temps à retrouver l'obscurité aussi. C'est aussi les problèmes de conduite de nuit. L'éblouissement, c'est... En fait, on a un pigment dans les yeux, qui est un pigment rouge, qui s'appelle la rhodopsine. Et c'est ce pigment qu'il y a dans les bâtonnets. Et quand il est exposé à la lumière, cette rhodopsine est entre guillemets détruite. Elle est modifiée chimiquement par la lumière et elle disparaît. Et c'est ça l'éblouissement, en fait. On perd notre rhodopsine, donc on voit plus rien. Et ensuite, dans le bâtonnet, la rhodopsine est à nouveau fabriquée petit à petit. Alors si on est vraiment très ébloui, eh bien, il faut au moins 20 minutes pour qu'on reconstitue notre stock de rhodopsine. Et puis, dans le cas contraire, il faut un petit peu moins de temps. Par contre, si par exemple on utilise une lampe frontale en lumière rouge, eh bien ça ne va pas détruire notre pigment de rhodopsine. C'est-à-dire qu'on pourra par exemple regarder quelque chose avec notre lumière rouge. Ensuite, quand on éteint la lumière rouge, on a de nouveau notre pleine capacité de sensibilité à la lumière. Dans le cas contraire, si on utilise la lumière blanche, eh bien ça détruit notre rhodopsine et il nous faut un moment pour nous habituer à nouveau à l'obscurité. Est-ce que c'est pour ça que les photographes, dans leur chambre de développement des photos, ont cette lumière rouge ? Non, alors c'est pas du tout pour ça, mais c'est vrai qu'on pourrait penser à ça. Non, en fait, ça c'est dû au fait que le sel d'argent qui se trouve dans le papier photographique n'est sensible qu'au bleu, qu'à la lumière bleue et un petit peu à la lumière verte. Donc on s'éclaire en rouge pour ça. C'est pour cette raison. D'accord. C'est à cause du sel d'argent du papier photographique. Alors la question de savoir s'il est possible d'améliorer la vision nocturne par l'alimentation fait encore débat et n'est pas tranché à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez de manger des carottes ou de... Oui, alors c'est si vous voulez, le précurseur de la rhodopsine dans notre métabolisme, c'est le carotène entre autres, et puis d'autres substances comme les anthocyanes, ce qu'il y a il y en a beaucoup dans le vin rouge, mais il y en a énormément par exemple dans les myrtilles. J'ai lu
que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les équipages anglais des bombardiers qui allaient attaquer l'Allemagne buvaient du jus de myrtille pour voir dans l'obscurité. Voilà, je pense que c'est à moitié entre la légende et puis une relative efficacité, mais peut-être que les scientifiques n'ont pas encore pris la peine de vraiment faire des expériences complètes pour trancher la question. Oui. Mais c'est très bon le jus de myrtille. Oui, c'est mieux que le vin rouge parce que vous expliquez dans votre livre qu'il faut mieux pas boire du vin avant d'essayer d'aller se promener la nuit quand même si ça développe là. Voilà, c'est mieux. Disons que la nuit, on a besoin vraiment de toutes nos ressources d'équilibre. Parce que on sait très très bien que la vision joue un rôle immense dans l'équilibre. C'est d'ailleurs l'explication donnée au vertige. Qu'on a le vertige parce que nos yeux qui nous servent à notre sens de l'équilibre n'ont tout d'un coup plus de points d'accrochage et ça nous donne le vertige. Donc la nuit, on dispose plus de cet accrochage. Et donc si on ajoute là-dessus de l'alcool, dont on sait très bien qu'il altère la fonction de l'équilibre, eh bien ça peut devenir très très dangereux. C'est vraiment à éviter. Même si c'est bien agréable de boire un verre de vin. Oui, alors c'est étonnant parce que le vertige, ça donne aussi l'envie de plonger, c'est-à-dire que le vertige, ça nous aspire vers le bas. Oui, c'est comme si les yeux, ne trouvant pas d'endroit où se poser à la distance normale, c'est-à-dire à environ 2 mètres de la tête, essayent de nous rapprocher du sol, en fait. C'est pour ça que ça nous fait tomber. En tout cas, c'est la théorie qui explique le vertige. On est attiré par le bas parce que l'œil essaye de rétablir son contact avec une chose proche. Oui. Alors, est-ce que vous êtes nyctalope? Non, heureusement, parce que c'est quelque chose d'assez peu enviable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? La nyctalopie, c'est présenté comme une espèce de super pouvoir qui permet de voir la nuit. Effectivement, les nyctalopes voient la nuit beaucoup, beaucoup mieux que le commun des mortels. Par contre, ils voient pas les couleurs, et puis, ce qui est normal. Et le jour, pendant la journée, ils ont d'énormes difficultés de vision. Si on est nyctalope, par exemple, on peut pas passer son permis de conduire. Enfin, ça pose un nombre de problèmes assez considérables. Oui. Heureusement, c'est assez rare comme c'est une maladie, en fait. Et il y a le contraire de la nyctalopie, il y a l'héméralopie, qui est le contraire, c'est la perte de vision lorsque le niveau lumineux baisse au-delà d'un certain seuil. Oui, voilà, ça devient complètement noir. Au lieu de toujours voir encore quelque chose, des vagues contours, bien avant qu'une personne ordinaire perde, soit dans le noir complet, eh bien pour un héméralope, eh bien tout s'obscurcit brutalement. Oui, ça ne doit pas être... Alors, quand vous vous promenez, vous parlez de la pollution lumineuse. Est-ce que vous pouvez vraiment être dans le noir ou est-ce que cette pollution lumineuse dont on parle est présente un peu partout sur le globe? Oui, alors évidemment, à part dans les lieux extrêmement reculés, il y a un peu partout de la lumière humaine. On la voit même de très très loin. Je me rappelle, par exemple... je cherchais des minéraux rares, des espèces minérales rares dans le désert, aux confins de la Californie. J'étais tout seul et puis je pensais que j'étais vraiment loin de tout. J'avais roulé plusieurs heures sur des pistes et puis le soir, je me promène un petit peu et je vois une lueur à l'horizon énorme. Je me suis vraiment demandé ce que c'était. Et c'était en fait les lumières de Las Vegas. J'ai regardé sur la carte, Las Vegas c'était à plus de 100 km. Mais, bon, on sait tous que c'est une orgie de lumière. Mais voilà, c'était très très impressionnant à quel point cette lumière citadine était perceptible à une aussi grande distance.
Chez nous en Europe, c'est vraiment très rare de trouver des endroits qui sont totalement dépourvus de lumière. Et il suffit qu'il y ait quelques nuages pour que même une lumière très très lointaine se reflète sur le bas des nuages et que les nuages nous renvoient cette lumière, même au milieu des Alpes, même au fin fond de la Scandinavie, ça arrive encore. Maintenant, quand c'est très très lointain comme ça, c'est pas très grave. Et on peut même dire que ça nous aide un petit peu à nous déplacer. Oui. Pourquoi finalement, Stéphane Ansermet, pourquoi vouloir marcher la nuit? Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, il faut savoir d'abord que la vue est le plus important de tous les sens dont dispose le cerveau, de très très loin. Et les humains sont vraiment des êtres visuels. Et c'est justement pour ça que quand on doit se concentrer sur un autre sens que la vue, par exemple l'ouïe, ou par exemple le goût, on va fermer les yeux spontanément. Ou l'odorat pour les parfums, oui. Quand on embrasse sur la bouche l'être aimé, on ferme spontanément les yeux. Et ça des scientifiques se sont intéressés à la question et ils ont constaté que effectivement, ça permettait au cerveau de se concentrer sur la sensation du toucher et du goût, en l'occurrence pour un baiser. C'est un peu comme un ordinateur. Si vous faites tourner une application qui demande énormément de mémoire vive et que vous en ouvrez une autre, eh bien l'autre, elle va être extrêmement ralentie. C'est un peu le même principe. La vue, c'est l'application qui prend le plus de place dans le cerveau. Alors si vous atténuez les informations, si vous faites tourner moins vite, si vous voulez, l'application de la vue dans le cerveau, eh bien toutes les autres applications, c'est-à-dire le toucher, l'ouïe, l'équilibre, l'odorat, vont avancer beaucoup plus vite. C'est vraiment ce principe-là qui est à l'œuvre. Et c'est pour ça que le titre de mon livre, c'est « À la découverte de ces sens oubliés », parce que c'est ça que ça produit. Ça produit une amplification vraiment remarquable des sens auxquels on accorde relativement moins d'importance. Oui, puis c'est quand même intéressant. Vous dites que cette domination de la vision est profondément ancrée dans notre fonctionnement, car ce sont aussi essentiellement des images mentales qui se déroulent en permanence dans notre intellect, dans une moindre mesure des sons mentaux, sous forme d'un discours intérieur, de dialogue fictif et parfois de vers l'oreille. Et quand notre cerveau s'active la nuit durant le rêve, ce sont toujours les représentations visuelles qui prédominent sur les sons, alors que nous rêvons beaucoup plus rarement de sensations tactiles et encore moins de goût et d'odeur. C'est vrai que c'est très rare de rêver de goût, d'odeur ou de... C'est toujours des images. C'est presque toujours des images et ça indique bien quelle est la préférence de notre cerveau. Notre cerveau est visuel avant tout, essentiellement. Tout à fait. Alors vous dites que l'obscurité est bien la condition indispensable pour que se manifeste le basculement cérébral. Se balader la nuit avec une lampe allumée, c'est pas la bonne solution. Non, on retourne dans le visuel. Et je dirais même que c'est pire. Ouais. Se promener la nuit avec une lampe frontale allumée, à cause du contraste, à cause du fait que notre œil a une sensibilité qui correspond à la partie éclairée, ça donne le sentiment d'être dans un espèce de trou noir. Le contraste de la lampe et de ce qui n'est pas éclairé est tellement fort que voilà, on voit que ce qu'il y a dans le pinceau de la lampe et le reste, c'est une espèce de monde noir, hostile, où on ne voit rien du tout. Pour moi, se promener la nuit avec une lampe, ça n'a non seulement aucun intérêt du point de vue des sens, parce que là, il se passe rien, on est toujours dans le visuel, et puis d'autre part, c'est un petit peu effrayant. Le monde paraît vraiment hostile. Oui, il y a des espèces de... Ça nous arrive de rentrer quand même la nuit avec une lampe, surtout à la campagne, quand les lumières sont éteintes. Tout prend des proportions cauchemardesques, c'est-à-dire voilà, tout devient plus grand et en même temps c'est
c'est pas l'idéal. Ça fait des ondes portées effrayantes. Enfin, on ferait mieux dans ces cas-là, si on connaît le chemin, hein, bien sûr, on ferait mieux de rentrer de sans ne rien. simplement pas allumer sa lampe et puis de faire confiance à son corps et à ses sens pour se diriger là où on doit aller. Oui, parce que finalement, tout ce livre, c'est pour qu'on ait moins peur, hein, c'est ça, et qu'on ait confiance. Et vous parlez des somnambules, vous dites observez les gens lorsqu'ils marchent dans la rue. La majorité d'entre eux fixent un regard vide sur le sol à quelques mètres en avant, avec la tête plus ou moins inclinée vers le bas. Pourtant, on voit aussi bien son chemin, et même mieux encore, en levant les yeux et en embrassant tout le champ de vision qui s'ouvre devant nous. Ça, c'est la société urbaine qui ne voit pas ni le jour ni la nuit, on peut dire. Mais quand vous marchez la nuit, où est-ce que vous portez votre regard? Est-ce que vous le mettez le plus loin possible? Ou est-ce que vous regardez où vous mettez les pieds? Alors moi, personnellement, je le mets le plus loin possible. C'est-à-dire j'essaye d'embrasser le maximum de champ visuel. Je fais confiance en fait à mes jambes. Je fais confiance à mon cerveau qui, je ne sais pas par quelle sorte de miracle, mais je crois que le cerveau est capable de prendre les choses en main et de nous faire marcher sans qu'on ait besoin de scruter le sol pour savoir où on pose le pied. C'est assez... et bien sûr, il faut un certain état d'abandon, de confiance pour arriver à pratiquer la marche de nuit comme ça, mais je vous assure que ça marche. C'est le cas de dire. Oui, on a oublié de préciser quand même que vous avez repéré le trajet avant, hein, que vous partez pas comme ça. Ça fait partie des conseils de base qui sont donnés dans mon livre. C'est qu'il faut toujours connaître le trajet qu'on va effectuer pour des raisons de sécurité. Et puis pour atteindre une tranquillité d'esprit qui permet vraiment d'apprécier l'expérience. Parce que si on s'inquiète de perdre son chemin ou de tomber ou d'avoir des obstacles qui sont potentiellement dangereux, eh bien on peut pas, l'esprit est occupé par ces dangers potentiels et on peut pas apprécier l'expérience dans sa totalité et dans sa beauté. Alors quels sont les obstacles? Il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas ceux qu'on penserait, mais il y en a quand même pas mal qui sont définis dans votre livre. On risque peu de rencontrer des prédateurs, on risque peu de rencontrer des humains, on risque peu de rencontrer des animaux, mais les obstacles, c'est les barrières, c'est quoi? Oui, les barrières. Alors, un des obstacles vraiment, à mon avis, les plus dangereux, c'est les branches. C'est les arbres. Ils sont à la hauteur des yeux. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très dangereux parce que très, très difficile à voir. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir simplement une branche qui vous effleure l'œil sans que votre paupière soit fermée. C'est extrêmement douloureux. Imaginez que vous entriez dans une forêt la nuit sans lumière. Voilà, vous pouvez carrément vous aveugler. Il y a une branche qui peut vous percer l'œil. Donc c'est à éviter absolument ce genre d'endroit avec des obstacles à hauteur des yeux. Si vous allez en forêt, il faut toujours rester sur un chemin forestier ou sur un sentier très large que vous connaissez. Vous avez vu à l'avance qu'il n'y avait rien qui pouvait heurter votre tête. Voilà, à mon avis, c'est le danger principal, bien plus que ce qui peut se trouver au sol ou ce genre de choses. C'est ces toutes petites brindilles invisibles. Oui. D'ailleurs, quand on marche à la queue leu-leu en forêt, on s'en rend compte quand on est derrière quelqu'un d'autre, si la personne ne retient pas, je parle en plein jour, hein, si elle ne retient pas les branches, on se les prend en pleine poire derrière. On voit clair, donc on les évite. Mais c'est vrai qu'on connaît tous ça. Hein, et surtout quand il a même plu. Même le jour, potentiellement, c'est déjà pas... C'est potentiellement dangereux. Les buissons et tout ça, donc vous imaginez la nuit. Donc on évite les forêts.
et éviter les forêts. D'ailleurs, vous avez une belle image. Vous étiez assis un jour, en plein jour, hein, je crois, dans une forêt. Vous étiez seul. Et il y a des gens qui sont passés à côté de vous et vous étiez tellement... vous faisiez tellement partie du paysage, ou tout du moins ces gens, ils étaient tellement pas en train de voir ce qui se passait qu'ils vous ont pas vu. Oui, parce qu'ils étaient en train de parler très très fort de sujets qui n'avaient rien à voir avec l'endroit où ils étaient. Et puis ils étaient dans la performance, ils marchaient très vite, ils couraient à moitié. Et voilà, ils traversaient ce paysage magnifique sans le voir. J'ai trouvé ça, voilà, j'ai cette image de somnambule. Ils n'étaient pas vraiment là, ils étaient complètement en eux-mêmes dans des images mentales. Et c'est le cas de moi-même, bien sûr, à de nombreuses occasions, et de la plupart d'entre nous. On n'est pas vraiment là où on est perdu dans nos pensées, ou alors on regarde un écran de téléphone. On oublie un petit peu, voilà, l'endroit et le moment exact où on vit, le moment présent. Marcher de nuit, c'est une forme de pleine conscience au fond. Ça permet, par l'étrangeté de la situation, par le relatif danger, un danger vraiment très très relatif, par le basculement de l'attention cérébrale sur les autres sens que la vision, ça permet de retrouver l'endroit où on est, de se retrouver, d'être à nouveau là, au lieu d'être perdu dans des images mentales. J'ai donné cette anecdote pour rappeler cette tendance de l'être humain à se perdre dans son esprit. Ce que c'est pas un mal en soi, mais on est trop, on est peut-être beaucoup trop là-dedans. On s'oublie un petit peu trop. Voilà. Alors le téléphone portable, il faut pas lui en vouloir parce qu'il peut quand même nous sauver la vie. Bien sûr. Il faut l'emmener avec soi. Non, mais je ne suis pas contre le téléphone portable. Non, mais j'ai bien compris. Encore une fois, c'est une question de mesure. C'est un outil extraordinaire. D'ailleurs, c'est grâce au téléphone portable qu'on est en train de parler là. Il y a des choses incroyables sur le téléphone portable. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Il y a des moments où on peut faire d'autres choses. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, nous poursuivons notre voyage à travers la nuit, oser marcher dans l'obscurité pour réveiller nos sens oubliés avec Stéphane Ansermet. Dans ce petit livre, vous nous donnez plein de recettes. D'abord, les dangers, ça peut être aussi des chutes. Comment éviter les chutes? Ah bien, la première chose, c'est évidemment d'avoir fait une reconnaissance préalable du parcours qu'on a l'intention d'emprunter pour la marche de nuit. Ça permet de mémoriser tous les obstacles possibles. Et puis, on peut prendre un bâton de marche avec soi et aller pas trop vite. C'est une affaire de bon sens, au fond. Oui, et puis ne pas prendre un chemin qui longe un précipice ou essayer d'éviter les endroits dangereux. Bien sûr. Là, justement, dans la reconnaissance préalable, on peut estimer le danger potentiel, les endroits qu'on se dit oh là là, je vais pas essayer ça de nuit, et puis on peut choisir un autre itinéraire. Voilà, donc la préparation, c'est par la reconnaissance préalable est très très importante, elle est même fondamentale. Alors le temps, est-ce que ça suffit de regarder la météo? S'il y a un orage qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se mettre à l'abri. À moins qu'on soit tout près de chez soi, bien sûr, il faut chercher un abri. Mais pas sous les arbres. On peut pas se mettre sous un arbre, alors qu'est-ce qu'on fait?
il faut pas se coucher, il faut pas rester debout, il faut se mettre en boule. Voilà, ça c'est le comportement adéquat en cas d'orage. Donc se mettre en Il faut boule attendre que ça passe. dans un champ, se mettre en boule dans un champ. Oui, il faut pas se coucher. Et il faut pas courir non plus parce que la foudre pourrait nous suivre. Parce qu'en courant, on crée des charges électriques avec le frottement de notre corps avec l'air. Et donc, en créant des charges électriques sur nous, ça pourrait attirer la foudre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sous Ça m'est l'orage? arrivé en montagne d'être surpris par des orages, mais c'était pas de nuit. Donc, c'était à d'autres occasions. Normalement, si on sait que le temps est à l'orage, il vaut mieux pas faire des sorties de nuit dans les zones qui sont menacées. Par contre, c'est vrai que voir un orage de loin durant une balade nocturne, c'est absolument magnifique parce que nos yeux sont très très sensibles et à chaque éclair, tout le paysage est dessiné comme par un coup de flash et il y a une espèce de rémanence qui fait que quelques minutes après l'éclair, on avait encore tout le paysage qui s'était imprimé sur notre rétine. C'est des impressions absolument magnifiques. Mais et je crois qu'il y a des chasseurs d'orage. Il y a des gens c'est-à-dire qui s'amusent à faire des photos des chasseurs d'orage. Alors, est-ce que c'est bien de faire ça sous la pleine lune? Parce que finalement, on a un éclairage super sous la pleine lune. C'est l'idée préconçue qu'on aurait, mais expérience faite, la pleine lune est plutôt embarrassante parce que son intensité lumineuse peut être tellement forte que ça va créer des ombres. Des ombres très très noires. Donc ça va faire une espèce de hachure du terrain. Le paysage dans lequel vous progressez va se trouver complètement haché par des ombres portées de la Lune. Et ces ombres sont tellement noires que c'est comme des trous sans fond. On voit rien du tout. On voit que ce qui est éclairé par la Lune. Une vraie pleine Lune bien puissante, à moins que le paysage soit complètement dégagé, de type un grand pâturage ou le désert sans obstacle, donc du sable ou des choses comme ça, ou une plage très très longue qu'on peut suivre. Si c'est un petit peu boisé, il y a un petit peu des obstacles, il vaut mieux éviter la pleine lune. Ça va créer des problèmes à cause des contrastes. L'idéal, c'est une demi-lune ou une lune en croissant ou une lune voilée par des nuages. À ce moment-là, la lumière est diffuse. Et puis vous n'avez pas ce phénomène des ombres très très tranchées, très très contrastées. D'accord. Alors, il y a un équipement à avoir, ce qui est important. Donc vous conseillez d'avoir deux lampes, d'après ce que j'ai compris. Donc ça serait des lampes avec des LED rouges, non? Ça serait mieux? Si possible avec une LED rouge, parce que si vous avez tout d'un coup besoin de regarder quelque chose, par exemple, vous ne trouvez pas quelque chose dans votre sac à dos, ou alors il y a un panneau de tourisme pédestre, une indication, un panneau indicateur que vous voulez lire. Si vous utilisez la lumière rouge, vous n'allez pas détruire votre rhodopsine qui s'est patiemment créée en 20 à 30 minutes, et lorsque vous allez éteindre votre lampe, eh bien, votre vision ne sera absolument pas altérée, vous n'allez pas être ébloui. Si vous utilisez la lumière blanche de votre lampe, eh bien, vous aurez un éblouissement et il faudra un certain temps pour que vos yeux s'habituent à nouveau à l'obscurité. Donc c'est pour ça, si possible, procurez-vous au moins une des lampes de poche, lampe frontale, avec une fonction lumière rouge. Ouais. Oui, la lampe frontale est intéressante, justement, parce qu'elle nous laisse les mains libres. Voilà, oui. Donc deux lampes, un téléphone portable chargé, si possible, et mis en mode avion, de manière à ce qu'on ne soit pas perturbé par des SMS. Oui. Des chaussures qui fassent pas de bruit, puisque c'est quand même embêtant. Oui, voilà, quand on marche dans l'obscurité sans lumière, on devient très très sensible au son. Et c'est aussi un des buts de cette activité. Et
dans quelque chose qu'on remarquerait pas de jour, une chaussure qui couine, voilà, typiquement du cuir ou quelque chose qui fait un petit bruit régulier chaque fois que vous marchez, ça grince. Voilà, ça dérange pas pendant la journée, mais la nuit, ça va vous déranger parce que chaque fois que vous allez marcher, vous allez entendre ce petit bruit. Et aussi votre sac, s'il y a des objets qui brinque-ballent, qui font du bruit, il y a une bouteille thermos qui tape contre un gobelet ou je sais pas quoi, c'est vraiment c'est désagréable. On a envie en fait, on a envie naturellement quand on se trouve dans cette situation que tout soit silencieux, qu'on n'entende que les bruits de la nature et puis le bruit de sa propre respiration. Et le bruit de ses cils aussi, comme vous dites à un moment. Non. Bon, ça c'est une anecdote particulière, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai campé tout seul dans le désert d'Atacama au Chili, qui est un désert absolu parce que il n'a pas plu depuis 15 000 ans. C'est vraiment un désert total. Il n'y a pas un seul animal, il n'y a vraiment rien. Et je me rappelle, je m'étais couché et puis j'entendais de temps en temps un espèce de raclement affreux, démentiel, énorme. Je comprenais pas du tout ce que c'était. Puis après, j'ai commencé à entendre un battement régulier, et même qui s'accélérait un petit peu, comme si quelqu'un marchait dans le désert. Et puis je me suis rendu compte que le raclement, eh bien, c'était mes cils qui frottaient contre le nylon du sac de couchage. Quand j'ouvrais les yeux. Et le battement régulier, ben, c'était mon cœur. Parce que, avec la peur qui naissait du raclement, ben, mon cœur s'était mis à battre plus fort. En fait, dans ce désert, tout est tellement silencieux qu'on entend des choses aussi normalement peu perceptibles que le frottement des cils sur un sac de couchage ou le battement de son propre cœur. Voilà. Et c'est pas la seule fois où j'ai entendu battre mon cœur, ça m'est aussi arrivé au fin fond d'anciennes mines abandonnées où je cherchais des minéraux pour mon travail. Et ça m'est arrivé d'entendre mon cœur qui bat, tellement le silence est absolu. Alors, dans le sac à dos, on met beaucoup de choses pour éviter que ça brinque-balle. On peut prendre des boissons, surtout des boissons chaudes pour si c'est l'hiver, ou même des boissons froides l'été. Une couverture de survie, des moyens d'allumage pour faire un feu, que vous nous expliquez comment faire un feu quelques pages plus loin, et un spray au poivre. Et là, je ne sais pas pourquoi vous mettez un spray au poivre dans le sac à dos. Ça sert à quoi? Oui, mais c'est pour les promeneuses, en fait. On vit encore à une époque, malheureusement, où les femmes peuvent se faire agresser par des hommes. Alors, c'est vrai que si on se promène dans la nature, le risque est extrêmement bas. Dans la nature de jour, le risque est réel, je pense. On a tous entendu parler de ces joggeuses qui se sont fait agresser. La nuit, bon, normalement, dans la nature, hein, je parle pas de parc ou de ville ou de choses, d'endroits de ce genre, mais dans la nature vraiment éloignée, normalement, il devrait rien se passer. C'est-à-dire que il n'y a pas d'hommes en chasse. Il n'y a pas le loup. Voilà, il n'y a pas de prédateurs sexuels ou comme ça qui vont se promener normalement dans ces conditions. Mais je pense que simplement pour la tranquillité d'esprit, c'est essentiellement pour ça. Je pense pas qu'il y a un vrai risque. Enfin, le risque est infime, mais pour être totalement rassuré, je conseille aux femmes de prendre avec elles un spray au poivre. Il ne faut pas le mettre dans le sac, il faut le mettre dans la poche alors. Oui, dans la poche, oui. Enfin, alors, un anti-moustique aussi, ça c'est... Ouais, un anti-moustique, c'est... Donc vous expliquez aussi comment faire des photos de nuit. Oui. Ça c'est intéressant pour les photographes. Il y a des choses à savoir sur la photo de nuit, des erreurs à ne pas faire. Par exemple, avec les appareils modernes, il y a souvent un stabilisateur de l'objectif
J'ai mis longtemps à découvrir pourquoi mes premières photos de nuit étaient floues. Et c'est parce qu'en fait, le stabilisateur de l'objectif ne comprend pas pourquoi il est sur un trépied, donc il bouge pas. Il essaye tout le temps de stabiliser et du coup ça déstabilise l'image. C'est un truc assez particulier. Donc le stabilisateur d'objectif, il est fait pour la photo à main levée. Et dès que vous mettez l'appareil sur un pied, ce qui est indispensable pour faire des photos de nuit réussies, eh bien il faut débrancher le stabilisateur. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. On peut aussi avoir des étoiles qui sont des étoiles filantes au lieu d'avoir des étoiles fixes. Oui, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'au niveau de la photo... Laisser trop longtemps sur le trépied, Ouais. parce que comme la Terre se déplace, enfin elle tourne sur elle-même, les étoiles, au lieu d'être des points, eh bien, deviennent des traits, ce qui est pas très joli. Alors, les étoiles, on en parle, vous en parlez dans votre livre aussi, vous nous expliquez comment retrouver l'étoile du Nord et la croix du Sud. Alors, si on est perdu et que on ne sait pas où est l'étoile du Nord, on ne sait plus du tout où on est, parce que ça doit arriver quand même, hein. Il y a des gens qui se perdent dans leur chambre la nuit en allant aux toilettes, donc ça arrive aussi. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oui. Bon, bah déjà, ces personnes-là devraient peut-être éviter la marche de nuit. Oui, c'est clair. Non, mais ben là, il faut pas jouer au héros. Hein. C'est comme si on se blesse ou si tout d'un coup le temps devient tellement incroyablement mauvais où on a complètement sous-estimé nos forces, qu'on est épuisé. Dans tous ces cas-là, il faut pas jouer au héros, il faut utiliser son téléphone portable. Dans l'équipement de base que je conseille, il y a le téléphone portable. Même si on n'a pas d'argent, on n'a plus rien, les numéros de secours fonctionnent toujours. Et donc là, on peut appeler de l'aide. Oui, et puis vous conseillez aussi de prévenir la famille ou des Oui. amis. Voilà. Qu'il y ait Il faut toujours dire à quelqu'un de confiance où on va et à peu près combien de temps ça va durer. Et comme ça, si jamais il ne nous voit pas revenir, eh bien, il peut nous envoyer du secours. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je me rends bien compte en ayant écrit ce livre que je propose quand même quelque chose de très, très inhabituel. Se promener la nuit sans lumière. Et je voulais vraiment minimiser au maximum toutes les sources potentielles de problèmes, d'accidents qui peuvent être parfois graves. Voilà, c'est très important aussi pour la tranquillité d'esprit. Sans tranquillité d'esprit, on ne peut pas apprécier l'expérience. La première marche de nuit, vous dites que ça peut être 2 heures aller-retour, ça me semble déjà énorme. Mais ces 2 heures, il ne faut pas s'imaginer 2 heures à la vitesse moyenne de 3-4 km/h. Hein. Ça peut être 2 heures, mais vous pouvez faire simplement 500 mètres. Ah ouais. Parce que la marche de nuit, c'est peut-être trompeur le mot marche, dans le sens où il ne s'agit pas d'une randonnée, il ne s'agit pas de faire de la distance. Il s'agit d'être à nouveau dans les sens qu'on a un peu oubliés. Vous pouvez vous éloigner à 500 mètres, vous êtes complètement dans la nature, vous êtes complètement dans le noir, et puis vous écoutez, vous humez, vous touchez les objets, et voilà, et ça suffit comme première expérience. Le fait que vous dites qu'on peut très bien aussi profiter des aubes et des crépuscules. Le thème principal du livre, c'est la découverte des sens oubliés, mais faut pas se priver de la beauté là où elle existe. D'ailleurs, dans mon livre, il y a beaucoup d'illustrations qui sont soit des aubes ou des crépuscules, parce que c'est tellement magnifique. Alors les crépuscules, c'est les couchers de soleil, c'est quelque chose que tout le monde connaît, ça c'est sûr. Tout le monde en a vu, tout le monde en a photographié. C'est peut-être le thème le plus photographié avec les gens qu'on aime et puis les chatons. Oui. Je critique pas, j'adore les chats. D'accord. Par contre, les aubes, c'est plus rare qu'on les voit. Et ça, ça peut être très très différent d'un coucher de soleil. C'est tellement magnifique aussi de vivre, après par exemple avoir marché pendant plusieurs heures dans la nuit, de vivre le réveil de la nature, l'apparition de la lumière, le réveil des animaux, le vent, la brise qui se lève quand le soleil commence
tout petit peu à chauffer l'air, tout de suite l'air se met à bouger. Voilà, tout ça c'est des moments magnifiques qui... Est-ce que vous avez vu les nuits polaires et les aurores boréales? Oui, oui depuis tout petit je voulais voir ça. Dès que j'ai eu l'occasion de le faire, donc dès que j'ai eu 20 ans, j'ai pris le train et je suis monté en Scandinavie. J'ai pris la ligne qui allait... et puis je me suis arrêté dans la gare qui était le plus au nord, qui s'appelle Abisko. Et j'ai passé une semaine là-bas et j'ai vu mes premières aurores boréales. C'est indescriptible de voir le ciel qui s'anime, parce que il faut savoir qu'une aurore boréale, c'est pas statique, ça bouge même assez vite. C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière le ciel qui s'amusait à tracer des dessins avec un pinceau de lumière. C'est complètement incroyable. Les aurores boréales, c'est un des plus beaux spectacles naturels, je pense qu'on puisse admirer. Donc, des fois, on attend des jours et des jours, enfin des nuits et des nuits, parce qu'il n'y a pas de jour, avant d'avoir la chance de voir une aurore. Donc on peut dire que vous êtes un noctambule quand même? Vous vivez plus la nuit que le jour? Eh bien non, en fait. Non. Non, je suis plutôt un animal diurne. Ouais. Mais j'aime profondément aller de temps en temps me promener la nuit pour me retrouver d'une certaine manière. Mais je suis quelqu'un d'assez sauvage qui vit à la montagne, tout seul, qui travaille beaucoup tout seul dans la nature. Ok. Je suis un sauvage, voilà, on peut le dire. Vous êtes un sauvage qui ose se promener la nuit pour voir. Vous dites quand même que en Europe, les animaux qu'on peut rencontrer le plus, ce sont les ours. Hein. C'est eux qui sont les plus dangereux quand même. Pas le plus dangereux potentiellement. Ouais. En Europe, ce sont les ours. Donc il y a des ours dans le nord de l'Italie, il y en a en Slovénie, il y en a dans les pays de l'ex-Yougoslavie. J'éviterais de me promener la nuit en été dans ces pays. Dans les pays où il y a beaucoup d'ours, par exemple, avec des loups, par exemple au Canada. Il y a chaque année des morts avec les ours, mais il n'y a pas de morts avec les loups. C'est la même chose en Transylvanie, c'est la même chose en Russie. Voilà, l'ours, c'est vraiment un animal dangereux. C'est pour ça que le symbole de l'enfance, c'est le petit ours. On leur donne toujours des ours en peluche. Je sais, c'est paradoxal, le loup c'est le méchant et puis l'ours c'est le gentil, mais dans les faits, voilà, c'est l'ours qui est dangereux. Se défendre d'un ours, la meilleure arme, si on veut pas le blesser bien sûr, c'est le spray au poivre. Donc c'est très très efficace. Pour mon voyage au Kamchatka, j'avais d'ailleurs un spray au poivre. Je vous remercie Stéphane, on se remet. Oser la nuit, c'est publié aux éditions Favre. Et là, vous partez, vous m'avez dit, vous repartez... En Équateur, je travaille comme prospecteur pour une compagnie d'exploration minière. On cherche l'Eldorado, en fait. Vous êtes un orpailleur? Non, pas vraiment. Non, pas du tout orpailleur. Ouais. Non, les orpailleurs sont plutôt... Oula. D'une certaine manière, sont notre opposé. Les orpailleurs travaillent avec du mercure, ils détruisent les endroits où ils vont. Enfin, voilà, l'orpaillage, c'est une activité illégale la plupart du temps. Mm. Et très, très polluante. Et donc vous cherchez des quartz, comme au début de l'émission, le quartz de Napoléon, vous cherchez des... Non, je cherche vraiment des choses très... des pierres qui attirent pas l'attention du commun des mortels, qui sont pas cristallisées. Enfin, je cherche des minerais, je cherche des minéraux rares, des choses comme ça, des choses qui sont peu visibles, que seul un spécialiste peut identifier. Et vous les cherchez pourquoi? Pour leur vertu thérapeutique, pour... Non, alors c'est cette compagnie qui s'appelle Orania, on peut aller voir sur internet, hein, Aurania, Orania.
C'est une compagnie qui cherche des gisements d'or et de cuivre, avec bien sûr dans un cadre légal, avec l'autorisation du gouvernement de l'Équateur et l'appui des Indiens et des autorités locales et tout ça. Donc mon travail, c'est de l'exploration pure. On me pose en hélicoptère ou avec un petit avion au milieu de la jungle et je passe une semaine ou 10 jours sous la tente avec une équipe qui m'accompagne et je remonte des rivières, évidemment sans chemin, sans rien, à la machette pour explorer, regarder quelles sont les roches, quels sont les minerais, tout ça. Là, de la vraie exploration comme à l'ancienne. Un truc incroyable. Vous êtes un véritable explorateur, c'est clair. Très, très, très dur physiquement. C'est montagneux, il pleut tout le temps, tous les jours. Il y a des moustiques. Il y a plein de bestioles, d'araignées, de serpents. On est tout le temps mouillé, on peut pas sécher. Ouais, c'est... Mais c'est passionnant. C'est passionnant, ouais. C'est vrai, ouais, je me rends compte que j'ai une chance exceptionnelle de vivre ça. Encore à notre époque. C'est peut-être un des derniers lieux non explorés pour des raisons historiques. Parce que c'était une frontière qui était disputée entre le Pérou et l'Équateur. La frontière n'avait pas été fixée internationalement et donc ça n'a jamais été exploré. Et en plus, c'est la région des Indiens Jivaros, vous savez, les réducteurs de tête. C'est toujours d'ailleurs leur région et on travaille avec eux maintenant. Donc la frontière a été fixée à la fin du XXe siècle, il y a une quinzaine d'années. Mm. C'est seulement depuis 15 ans que c'est possible d'aller là-bas. Et avant, c'était jamais exploré. Donc je suis dans des endroits où jamais aucun géologue ou même explorateur biologiste a mis les pieds. J'espère que vous allez écrire des livres là-dessus. Oui, peut-être. On se retrouvera à ce moment-là. Oui. Je vous remercie, Stéphane Ansermet. Merci à vous de votre intérêt. Merci beaucoup, en tout cas. C'est vraiment une vie... peut-être pas une vie rêvée, hein, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Oui, il faut aimer, bien sûr. Mais une vie qui fait rêver, c'est autre chose. C'est spécial. Mais voilà, je fais ce que j'aime et c'est l'essentiel. C'est déjà ça. Merci beaucoup. Alors, Confucius disait, choisissez un métier que vous aimez et vous ne travaillerez plus jamais. Bravo Confucius. Merci à vous Stéphane Ansermet. Bon. Et bonne route. Et Alors, écrivez-nous quelque chose sur ces territoires inexplorés. Merci beaucoup. Merci.